Saint-Julien-en-Beauchêne est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Saint-Julien-en-Beauchêne est une commune du nord-ouest du département des Hautes-Alpes, et limitrophe du département de la Drôme. Elle est limitrophe de 7 communes, 3 dans la Drôme, Luce-la-Croix-Haute, Glandage et Boulques, et 4 dans les Hautes-Alpes, Montbran, La Forie, Aspres-sur-Buëch, par le rattachement de les anciennes communes d'Agnielles, et la Cluse, commune déléguée du Dévoluy. Elle est située dans le pays du Buëch ou Beauchêne, plus précisément dans la vallée du Grand Buëch. La commune comprend plusieurs hameaux, pour certains éloignés de plus de 5 km du bourg, Neuvillars, Baudinard, Durbon, Beaumugne, La Rochette, Montamat, Les Auches, Vaunières, et Le Rose. Le territoire de la commune est bordé à l'est par le Dévoluy, à l'ouest par le Diois, au nord par le col de la Croix-Haute puis le Trièves et au sud par le Beauchêne méridional. Il est traversé par la rivière du Grand Buëch, qui forme l'axe naturel nord-sud de communication entre Grenoble et la vallée de la Durance. Cet axe est emprunté par les voies routières et ferroviaires, route départementale 1075, ancienne route nationale 75, et la ligne des Alpes. Les activités de transport fluvial sur le Buëch ont cessé depuis bien longtemps. On rappelle à ce sujet, que la rivière a longtemps été utilisée pour le flottage du bois, entre Saint-Julien et Sisteron. Avec une superficie de 59 km², la commune est une des plus étendues du département des Hautes-Alpes. Toponymie. Sanctus Acareacine Buchana. Le nom de Saint-Julien est attesté dès le début du XIIe siècle, et doit son toponyme à Saint-Julien l'Hospitalier. Saint-Julien, martyr chrétien né à Antioche, actuellement Antakya en Turquie, était marié à Sainte Basilis. Le nom Buchana apparaît dans la première charte, octobre 1116, concernant l'établissement du monastère de Durbon. Il s'agit d'une latinisation du nom local pour la région du Buëch. Le nom Buëch lui-même pourrait venir de l'occitan, Biouche, qui désigne le fond du tonneau, allusion à la forme du cirque de montagne où naît la rivière. Le toponyme Beauchêne, pays du Buëch, a été francisé en Beauchêne. Le nom de Durbon serait une sorte d'acronyme de la devise des chartres locaux, Durabonis, Sedutilis, une autre origine, plus vraisemblable car le nom Durbon, préexiste la fondation du monastère, serait là, Bono, à partir du celte dar, dur ou dur, o, qui a donné Durance, par exemple. Les Auches désignent les défrichements clos, bas latin. Vaunières désigne la vallée noire. Montamat désigne le hameau du mont. Baudinard, autrefois écrit Beldisnard, évoque en occitan, le lieu d'un bon dîner. Beaumugne est une francisation de l'occitan balma, grotte. Les noms de Neuvillars et de La Rochette, parlent d'eux-mêmes. Sant-Julien de Buechen en occitan haut-alpin. Histoire. La présence humaine est avérée depuis le Paléolithique dans tout le Beauchêne, notamment grâce aux découvertes de mobilier taillé, faites à l'occasion des travaux de construction de la voie ferrée dont le tracé emprunte la vallée du Grand Buëch. Les fouilles des grottes et abris ont révélé la présence de mobilier épipaléolithique et néolithique dans toute la zone, par exemple sous l'abri des Coréardes, à Luce-la-Croix-Haute, dans la grotte des Ours, à Aspres-sur-Buëch, et dans la grotte de la Tyrolienne, à Agnielles-en-Beauchêne. Des lames polies provenant de Saint-Julien ont été versées aux collections de l'Institut de paléontologie humaine du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Beaucoup plus près de nous, l'époque romaine n'a guère laissé de traces. Les voies romaines alpines passaient en effet un peu à l'est du Beauchêne, par le col Bayard, voire le col du Festre, ou à l'ouest par le col de Cabre. À la fin du Haut Moyen Âge, le Beauchêne fait partie du Saint-Empire romain germanique, cette appartenance est cependant contestée par les comtes de Provence, à l'évidence plus proche géographiquement. L'empereur se débarrasse du problème, et confie l'ensemble de cette zone, y compris une partie de la ville de Gap même, tandis que l'autre reste au comte de Provence, à l'évêque de Gap, qui cumule de ce fait pour la région, la totalité des pouvoirs religieux et civils. Il exerce ses pouvoirs sans pratiquement de contestation, après avoir fait la nécessaire allégeance à l'empereur. Ces pouvoirs et cette allégeance seront régulièrement renouvelés, et notamment par Frédéric Barbrousse, à Gap en 1184. Les évêques de Gap apparaissent ainsi dans les chartes en tant que évêques et comtes de Gap.
Il faudra attendre le milieu du XVe siècle pour que soit modifié cet équilibre politique. Le dauphin Louis affirme son contrôle sur toute la région et, devenu Louis XI, finit par l'intégrer au domaine royal, après la mort de son oncle, le roi René, en 1480. L'église paroissiale est aujourd'hui dédiée à Saint Blaise bien qu'elle fut longtemps dédiée à un autre saint, Charles, comme en attestent les relations de visite des évêques de Gap, qui ne manquaient pas de rappeler qu'ils conservaient la nue propriété de la paroisse, même si les Chartreux en avaient l'usufruit. C'est dans ce contexte politique qu'il convient de replacer l'histoire récente de Saint-Julien-en-Beauchêne. Cette histoire est intimement liée à celle de la Chartreuse établie dès le début du XIIe siècle au hameau de Durbon, à 6 km au nord-est du bourg de Saint-Julien dans le vallon du torrent Bouriane, qui recueille les eaux du cirque montagneux environnant, et dans le territoire donc de la paroisse de Saint-Julien. La Chartreuse de Durbon est richement dotée en 1116, par l'évêque de Gap et quelques seigneurs locaux, dans la partie nord du territoire contrôlé par l'évêque, et formant une sorte de marge à son évêché. Elle rivalise un temps avec l'ordre des Templiers, indépendant donc de la structure épiscopale, puisque directement reliée au pape, qui a établi une maison du Temple dans le territoire du village voisin de Luce-la-Croix-Haute. Mais elle prend le pas sur lui, au XIVe siècle. Le cartulaire vert de Durbon, dont une transcription manuscrite extrêmement bien lisible est conservée par les archives départementales à Gap, permet de retracer l'histoire et le développement de la Chartreuse, et donc du village, dans cette première période. Plus de 300 chartes y sont reprises, par exemple, celles par lesquelles les seigneurs locaux, seigneurs de Beldisnard, seigneurs de Vaunières, seigneurs de Montamat, seigneurs de La Rochette, 4 hameaux de Saint-Julien, cèdent des terres dans les secteurs de Bouriane, Cheillard, Durbonnat. La Chartreuse de Durbon acquiert, essentiellement par des donations, accessoirement par des achats, un patrimoine foncier considérable dans le Beauchêne immédiat, mais également dans le Dévoluy, le Trièves et le Diois, et beaucoup plus loin même, puisqu'elle possède une saline aillère, dans le département du Var actuel. Elle développe par ailleurs des activités économiques significatives dans les domaines agricoles, élevage et exploitation forestière, mais aussi industriels, mines et métallurgie, dont Durbon est l'épicentre. S'agissant de la métallurgie du fer, la Chartreuse crée sur le territoire de l'actuelle forêt domaniale un haut-fourneau, à Rioufroid, où se développe un véritable complexe métallurgique, haut-fourneau martinet forge à la catalane, et plusieurs martinets dont les traces constituent une précieuse source d'études, pour l'histoire industrielle et minière régionale. La Révolution met fin à la domination du monastère. Les biens de la Chartreuse sont confisqués, puis dispersés ou vendus. On notera, à ce sujet, les sessions enregistrées à Serres, en Prairial et Messidor de l'an 4, juin 1796, et portant sur plusieurs domaines et montagnes à Saint-Julien, vente de l'administration centrale du département des Hautes-Alpes, à des bourgeois de Gap et de Veynes. On a très peu de traces, en revanche, des 1200 ouvrages, qui constituaient la bibliothèque des Chartreux au moment de la Révolution. En 1794, le village change de nom pour prendre celui de Durbon-sur-Buèche, cela ne dure guère, 2 années plus tard il reprend le nom de Saint-Julien. On peut penser que certains ont réalisé que le nom de Durbon n'était pas plus laïque que celui de Saint-Julien, en ce qu'il renvoyait à la Chartreuse, voire à sa devise presque éponyme, Dura bonis, c'est d'utilis, littéralement, renforce le bien, mais l'utile, implicitement, soit bon mais soit efficace. La disparition de la Chartreuse entraîne une récession économique, et en conséquence démographique. La population de la commune passe ainsi de 800 habitants au moment de la Révolution, à 500 en 1870. Une courte période de reprise intervient. Elle correspond à la construction de la voie ferrée, et aux importants chantiers de génie civil qui en découlent. Ce nouveau grand axe de communication fait de Saint-Julien une étape appréciée dans le franchissement des Alpes occidentales. Une activité de production, de stockage et d'expédition par fer, de glace naturelle à partir des eaux gelées du Buège se développe en amont du bourg. Elle se perpétuera jusque dans les années 1930 et assurera, pendant les périodes hivernales, un complément de revenus au village. L'exode rural se poursuit, les activités pastorales déclinent régulièrement, en revanche les activités industrielles de découpe du bois issues de l'important massif forestier environnant se maintiennent encore au milieu du XXe siècle dans plusieurs scieries réparties le long du cours de la rivière. Les activités agricoles essentiellement pastorales se perpétuent encore aujourd'hui, pour la plupart dans les hameaux.
Une certaine activité touristique et agro-touristique s'est installée autour du thème de la randonnée notamment. On dispose de peu d'informations antérieures à ces recensements, toutefois une visite pastorale effectuée par Charles Bénigne Hervé, évêque de Gap, en octobre 1685, dénombre les maisons et populations de chacun des 8 hameaux de la paroisse de Saint-Julien. Ces seuls hameaux abritaient, selon son compte rendu, conservé aux archives départementales sous la référence G785, 127 maisons et 587 personnes. Ces données excluent la population du bourg lui-même et celle de la Chartreuse de Durbon. On peut en déduire que la population à la fin du XVIIe siècle dépassait sensiblement 1000 habitants. Lieux et monuments remarquables. À 6 km à l'est du bourg, par une route qui s'élève jusqu'au hameau de Durbon, à 1150 mètres d'altitude, on trouve l'emplacement de la Chartreuse, précédé par son désert carthusien. Des vastes bâtiments, notamment la chapelle, qui composait le monastère de Durbon, quelques ruines sont encore visibles aujourd'hui. Elles permettent de visualiser l'importance de cette communauté qui a dominé l'économie de la région jusqu'au XVIIIe siècle. La maison principale du monastère est toujours en place, elle a toutefois souffert de sa transformation en exploitation agricole après la Révolution. On peut admirer, dans l'église du village, 2 tableaux qui appartenaient à cette Chartreuse du temps de sa puissance, et appartiennent désormais à la commune. Il s'agit d'une part d'une Assomption de Philippe de Champaigne de 1671, et d'autre part, d'une Sainte Famille de Francesco Trevisani, peinte vers 1700. Les ruines de la haute tour qui aidaient à la défense, et permettaient de contrôler l'accès sud de la vallée du Grand Buèche et du village, au lieu-dit La Rochette donnent aujourd'hui encore une bonne idée de sa fonction et de ses dimensions. Cette tour, dite des Sarrasins, domine la forteresse naturelle formée par la barre rocheuse qui ferme presque complètement la vallée du Buèche à cet endroit-là. Le vocable « Sarrasin » à propos de cette tour relève de la légende. La présence des Sarrasins dans la région est certes avérée, à Gap et Montmaur notamment, elle ne laisse en revanche pas dans le Beauchêne. Cette défense visait plus probablement les barbares de l'Est. L'importance du site de la Rochette est confirmée par l'existence dès le XIIe siècle d'une église, dont on ignore l'emplacement exact, et qui dépendait de l'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac-Confère. La bulle du pape Innocent III, du 10 mai 1198, qui cite la Rochette en Beauchêne, et d'un château-siège du seigneur de la Rochette dont il reste cette tour. Les chapelles des hameaux de Vaunières, chapelle Saint-Roch, 6 km au nord-ouest du bourg, et de Beaumugne, 5 km au sud-est du bourg, construites au XVIIe siècle, ont été très bien conservées et restaurées, leur charme et leur simplicité sont intacts. La plupart des maisons du village sont construites selon des principes classiques de l'architecture rurale alpine. Dans le bourg, elles sont serrées les unes contre les autres, formant des groupes séparés par quelques andrones. Sans cave, le premier niveau des maisons est composé d'une suite d'espaces avec voûte en arc de cloître qui était réservée aux animaux. Le deuxième niveau, auquel on accède par un grand escalier extérieur en pierre, est souvent structuré avec ce même type de pièces voûtées qui ont, pour certaines, conservé des éléments de mobilier adaptés à cette forme particulière. L'exemple le plus intéressant de ces constructions est à voir au hameau de Vaunières avec l'imposante maison des Imbert, typique de cette architecture. C'est à l'occasion de travaux sur une autre de ces maisons du même hameau, qu'a été découvert en 1970, un trésor composé d'un lot de pièces d'or anciennes, et scellé dans un des murs. La partie revenant au propriétaire du produit de la vente de ces pièces, a été utilisée pour financer la restauration de nombreux bâtiments du hameau. Personnalité liée à la commune. Jean Giono fut un réside régulier de Saint-Julien en Beauchêne. Il séjournait en général à l'hôtel des Alpins, à l'entrée nord du village. C'est toutefois un des hameaux du village, et non le bourg lui-même, que Giono a immortalisé dans son roman, Un de Beaumugne. Beaumugne, havre de paix, est le vrai héros de cette histoire, qu'il situe à la fin du XIXe siècle.